Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous allons donc poursuivre l'étude du membre inférieur et je tiens tout d'abord à remercier tout particulièrement les appariteurs, notamment Bernard et Philippe, qui sont là pour filmer ce cours dans un amphithéâtre qui est vide en raison des circonstances. Les vidéos elles-mêmes, qui sont assez lourdes, sont retraitées et seront chargées sur le site de l'université et donc dans un temps différé, et nous vous indiquerons bien sûr les liens dès qu'elles seront prêts. Nous allons donc poursuivre aujourd'hui l'étude du genou. Nous avons vu l'articulation du genou et nous allons maintenant voir les régions du genou qui sont importantes cliniquement. Comme je vous l'avais dit au début de ce cours sur le membre inférieur, nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons maintenant 8 heures. Autrefois, on en avait quasiment 30. Et donc, il faut faire des choix. Parmi ces choix, c'est notamment de connaître bien le genou, puisqu'il est très fréquemment touché en clinique et qu'il est d'un examen clinique important. Ces régions du genou, nous allons en voir 4, ce qui nous permettra de réviser à la fois ce que nous avons vu la dernière fois pour l'articulation, les mouvements, la fonction, et également de comprendre un certain nombre d'aspects pratiques de l'examen clinique et de la séméologie. Nous verrons 4 régions d'importance inégale. La région antérieure, qui est la région patellaire, la région latérale du genou, la région médiale du genou, et enfin, qui est le chapitre le plus important, qui est la région postérieure du genou, qu'on appelle la fosse poplitée, qui est la région donc, de pli de flexion de la jambe sur la cuisse. Nous allons commencer par la région patellaire, et pour cela, nous ferons juste un petit schéma de rappel, puisque nous avons vu cela avec les muscles. Petit schéma pour montrer cette région donc, qui est directement sous la peau et qui est très facilement explorable. Pour cela, nous allons faire une petite vue, donc ce ne sera pas une grande vue comme nous le faisons souvent, mais une petite vue de rappel ici d'une vue antérieure de la région du genou, avec ici la face antérieure de la cuisse, le genou, puis le départ de la jambe et du mollet. Ici, nous mettrons des plans des traits de section cutanée. Le repère important de la région est la patella, avec sa base qui est dirigée vers le haut. Donc patella que l'on sent bien sous la peau. Patella qui, lorsque le quadriceps est décontracté, est mobile. Et cette mobilité est importante à rechercher puisqu'elle signifie qu'il n'y a pas d'hypertension dans la cavité articulaire, donc pas d'épanchement articulaire. Donc quand on relâche le quadriceps, la jambe en extension, eh bien, vous pouvez mobiliser cette patella, c'est un signe important. Le niveau de l'interligne articulaire, et puis nous trouverons la tubérosité tibiale qui est également explorable sous la peau, et ensuite nous trouvons la crête tibiale qui est antérieure avec un trajet spiralé qui va aller vers le bas et le dedans pour rejoindre la malléole médiale. Eh bien, sous la peau directement, sous le fascia que nous avons enlevé, le fascia superficiel, eh bien, nous avons ici ce qu'on appelle l'appareil extenseur du genou et nous trouvons le tendon du droit fémoral qui est presque vertical, légèrement oblique vers le bas et le dedans, comme l'axe du fémur, qui lui-même n'est pas parfaitement vertical. Voici ici ce tendon du droit fémoral donc, qui naît, nous l'avons vu, sur l'épine iliaque antérieure et inférieure. Voici le corps du droit fémoral, l'un des 4 chefs du quadriceps fémoral, le plus volumineux muscle du corps humain et qui occupe donc la loge antérieure de la cuisse, innervé par le nerf fémoral. Nous trouvons vers le dedans le muscle vaste médial qui descend bas jusqu'au niveau de la patella. L'insertion se fait sur la face postérieure du fémur sur la ligne âpre et nous trouvons ces fibres spiralées qui s'enroulent de l'arrière vers l'avant. Là aussi, nous sommes directement sous la peau. Puis nous trouvons sur le côté latéral le vaste latéral et en profondeur, nous aurons le vaste intermédiaire. Voici le vaste latéral qui
a un corps musculaire qui descend moins bas. Il y a donc une asymétrie entre les deux côtés, ce qui fait que le vaste médial descendant plus bas peut tirer sur le tendon du quadriceps et ramener, recentrer la patella vers le dedans, puisqu'il y a cet angle fémoro-tibial dont je redirai un mot dans un instant. Nous l'avions évoqué, sous le corps musculaire, nous trouvons une prolongation fibreuse de forme tendon aplati qu'on appelle aponévrose. C'est l'aponévrose du vaste médial et l'aponévrose du vaste latéral. Donc ici, dessous, partie fibreuse, donc très fine, aplatie, aponévrose du vaste médial et l'aponévrose du vaste latéral qui commence donc plus haut. Ceci vient bien sûr stabiliser la patella et le tendon sur les côtés et c'est également un mode de terminaison de ces muscles vaste médial, vaste latéral. Les fibres du tendon du quadriceps et en particulier du droit fémoral passent en avant de la patella et nous trouvons aussi en avant un entrecroisement des fibres aponévrotiques du vaste médial et du vaste latéral. Et sous la patella, qui est donc un sésamoïde contenu dans le tendon du quadriceps, sous la patella vient se reconstituer ici le tendon, et c'est ce qu'on appelle le ligament patellaire qui se termine sur la tubérosité tibiale, et c'est à ce niveau donc qu'on recherche le réflexe patellaire ou réflexe rotulien qui explore le niveau L4. Nous sommes là directement sous la peau et nous le reverrons avec d'autres vues. Il existe des bourses séreuses de glissement de la peau contre le tendon et contre la patella, puisqu'effectivement ce sont là des régions très dures et donc il faut un système de glissement de la peau contre ces structures. Donc bourse séreuse, que je mets ici juste en contour rouge, dont nous reparlerons tout à l'heure. Bourses séreuses qui peuvent être le siège d'inflammation, c'est ce qu'on appelle des bursites. Et en l'occurrence, ici, cela prend le nom d'hygroma, hygroma du genou, comme l'hygroma du coude, au niveau donc de la pointe d'extension. Nous trouvons également des expansions aponévrotiques ici verticales qui viennent rejoindre le tibia. Donc un système extrêmement complexe que l'on ne fait qu'évoquer ici de cet appareil extenseur du genou. Nous allons trouver latéralement le tractus iliotibial qui est donc un renforcement du fascia lata. Ce n'est pas une vraie structure en tant que telle. Ce tractus iliotibial ici, qui est classiquement identifié, vient se terminer, comme son nom l'indique, iliotibial, vient se terminer sous le condyle tibial latéral, terminaison ici du tractus iliotibial, qui n'est qu'un renforcement du fascia lata. Et je vous rappelle que ce fascia lata, nous l'avons ouvert, il viendrait ici entourer l'ensemble des muscles, et en particulier du quadriceps. Donc le fascia lata, c'est bien le fascia de l'ensemble de la cuisse, et ce renforcement vertical, tractus iliotibial, qui se termine ici sous le condyle tibial latéral, à sa face antérieure. Et donc ici, nous pouvons mettre les contours du tibia. Sur le côté médial, qu'est-ce que nous allons trouver? Eh bien, nous trouvons l'extrémité inférieure du muscle sartorius, qui a donc ce trajet spiralé, qui réapparaît ici en avant, et qui vient se jeter sur un tendon de terminaison cylindrique, qui participe à la patte doigt. Nous en reparlerons. C'est ici le plan le plus superficiel de la patte doigt. Terminaison de 3 muscles, le sartorius en superficie, le gracile et le semi-tendineux, comme nous allons le revoir dans un instant. Voici cette face antérieure, donc l'ensemble est sous la peau, extrêmement accessible, et ce sera ici également une zone où l'on pourra explorer le bord antérieur du ménisque, entre le condyle et le tibia, dans l'interne articulaire, bord antérieur du ménisque, que l'on peut éventuellement donc palper et réveiller des douleurs en cas de déchirure méniscale, c'est ce qu'on appelle parfois le cri méniscal, douleur aiguë, et
nous pouvons ici avoir une voie d'abord extrêmement privilégiée pour les arthroscopies, puisqu'on est directement sous la peau, le fascia et le système aponeurotique extenseur. Voici pour cette région antérieure ou région patellaire. Nous allons maintenant voir les régions, on refera quelques petits schémas, oui, juste un petit schéma déjà complémentaire ici, pour rappeler qu'il existe donc une obliquité de la diaphyse fémorale qui est oblique vers le bas et le dedans. L'axe des condyles est horizontal, j'allais dire par définition. Nous trouvons ici schématiquement le col et la tête fémorale. Nous trouvons ensuite le plateau tibial ou condyle tibial et nous trouvons ici l'obliquité légère vers le dehors du tibia avec de nouveau un interligne de la cheville talocrurale qui sera horizontale. Vous voyez donc qu'il existe plusieurs angles. Il existe ici un angle qu'on appelle l'angle cervico-diaphysaire, l'angle entre le col, cervix en grec, colum en latin, cet angle cervico-diaphysaire qui est de l'ordre de 130 degrés. Et nous trouvons ici un angle au niveau du genou qu'on appelle l'angle génu-valgum, et qui est de l'ordre ici de 175 degrés. C'est-à-dire que si on prend l'angle complémentaire par rapport à la verticale, on a un angle de 5 degrés, puisque l'ensemble fait bien sûr 180 degrés. Donc vous voyez cet angle de génu-valgum qui est physiologique. Chez certaines personnes, il peut être exagéré. Ce sont des jambes en X. Donc là, c'est un valgus qui deviendra pathologique. Et puis, on peut avoir des jambes, au contraire, en arqué, en haut, où là, on a ce qu'on appelle un valgum. Donc là, on est dans des dispositions qui sont entre la variante de la normale et des dispositions pathologiques, jambes en X ou jambes arquées, lorsque l'angle n'est pas adapté. Cet angle est tout à fait important dans la statique et dans la bipédie. Et nous pouvons également noter que, comme il existe cet angle, si j'agrandis un tout petit peu l'angle ici, entre le fémur et le tibia, la patella qui est ici va avoir tendance à se subluxer vers le dehors. Voilà la patella. Et on comprend que lorsque le quadriceps se contracte, eh bien, il a tendance à faire partir la patella en dehors. C'est pour cela qu'on a une asymétrie des berges de la trochlée fémorale et des berges de la patella. Je vous rappelle ici une vue de la patella, avec donc cette asymétrie des berges. Ceci pour qu'on retienne vers le dehors eh bien, la patella. Et ceci explique aussi tout l'intérêt du muscle vaste médial qui descend plus bas, puisque le vaste médial va venir compenser cette possible subluxation de la patella, étant donné l'angle de génu-valgum. Nous allons maintenant voir la région latérale du genou. Peut-être juste, Bernard, à quelle heure j'ai commencé, à quelle heure? Donc, région latérale du genou, puisqu'en fait, on a droit à 1 heure de film, et sinon, ça coupe. Donc, nous avons ici une vue latérale du genou, où nous allons trouver eh bien, cet enroulement hélicoïdal des surfaces, la surface patellaire, et ici le condyle fémoral latéral avec sa forme hélicoïdale. Puis nous allons trouver ici le bord antérieur de la diaphyse fémorale, le bord postérieur et la région de l'épicondyle latéral. Puis nous pourrons placer en dessous la surface
légèrement convexe, donc du tibia, du condyle tibial latéral. Puis nous arriverons ici sur la face antérieure, la tubérosité tibiale. Vers l'arrière, nous avons le surplomb du plateau tibial. Plateau tibial, c'est un terme, on va dire, clinique. Et nous trouvons à l'angle postérolatéral, ici, la tête de la fibula, puis le col de la fibula. Voici donc les éléments osseux. Puis nous allons trouver ici la patella, surface patellaire, la base de la patella, la face antérieure et l'apex de la patella. Nous allons placer la capsule articulaire, que nous n'ouvrirons pas cette fois-ci. Capsule articulaire qui est donc relativement serrée à proximité des surfaces articulaires, ici sur le côté latéral du condyle, puis vient remonter à distance vers le haut. Donc là, il y a un cul-de-sac qui se forme suprapatellaire, puis l'insertion sur le bord latéral de la patella à proximité des surfaces, puis il y aura une fusion qui viendra se faire avec le tendon du quadriceps, comme nous le remettrons, et puis la poursuite se fait ici, sur le bord latéral du tibia, et vers l'arrière, la capsule est donc très épaisse, formant la coque condylienne latérale. Voici ici donc la capsule articulaire que nous n'avons pas ouverte, contrairement à l'autre fois. Nous allons juste l'ouvrir ici en avant. Voici la capsule articulaire. Nous allons placer le quadriceps avec ici le tendon du droit fémoral, qui est le tendon principal du quadriceps, qui vient ici s'insérer sur la base de la patella, qui est donc un os sésamoïde dans le tendon du quadriceps fémoral. Certaines fibres passent en avant, puis en dessous vient se reconstituer le tendon, c'est ce qu'on appelle le ligament patellaire, qui se termine sur la tubérosité tibiale. Et je vous rappelle, on a à peu près la même hauteur du ligament patellaire que de la patella en situation normale. Lorsque la distance augmente, c'est qu'on a une rupture du ligament patellaire. Nous pouvons placer vers le haut le corps du muscle droit fémoral. En profondeur, nous aurions le vaste intermédiaire qui s'insérerait en dessous. On peut le placer ici, donc on serait là sur du vaste intermédiaire. Donc voici ce que nous connaissons. Nous pouvons compléter un certain nombre d'éléments avec les ligaments qui renforcent cette articulation. Et nous l'avons dit, le ligament collatéral latéral est un cordon fibreux qui est oblique vers le bas et l'arrière, qui part de l'épicondyle latéral et vient se terminer sur la tête de la fibula. Ligament collatéral fibulaire ou ligament collatéral latéral. Ce ligament passe en pont au-dessus de la capsule et donc à distance ici du tibia. Il existe toute une série de systèmes fibreux. De toute façon, nous avons là, par définition, le périoste qui se confond, c'est du tissu fibreux, et nous avons la capsule, et nous avons des renforcements de la capsule. Donc, en fait, lorsque l'on est au bloc et qu'on regarde les éléments, tout ceci se collant avec le fascia superficiel, vous avez du tissu fibreux. Ici, vous n'avez jamais, bien sûr, l'os sous la peau directement. Vous avez le périoste, vous avez des renforcements de la capsule, et vous avez le fascia superficiel toujours. Donc c'est vrai que des fois, on est un peu surpris quand on arrive au bloc, on voit quelque chose de tout blanc, tout lisse, c'est du tissu fibreux et ce n'est qu'en regardant en détail qu'on voit les différentes orientations des fibres. Eh bien, il y a un renforcement notamment qui est caractéristique, qui est un renforcement fibreux de la région qu'on appelle le rétinaculum patellaire latéral. Rétinaculum patellaire latéral, rétinaculum qui retient en latin. Rétinaculum patellaire, c'est ce qu'on appelait aussi les ailerons
rotuliens, les ailerons patellaires. Ce sont ici des fibres antéro-postérieures qui partent de l'épicondyle fémoral latéral et qui viennent s'insérer sur le bord latéral de la patella, et on comprend bien que ce rétinaculum va être un facteur de stabilisation de la patella, qui est bien sûr très important. Là aussi, lors de rupture de ce rétinaculum, on va avoir des instabilités, par exemple patellaires. Je vous l'ai dit, il y a un système fibreux complexe à ce niveau-là, et ce n'est qu'artificiellement que nous séparons ces éléments. Tout est en continuité fibreuse. Et il y a un autre élément que certains ont parfois décrit comme étant un nouveau ligament, mais c'est une structure qui est connue depuis très longtemps et surtout qui n'est qu'une partie de cette région. Nous pouvons mettre ici des fibres qui sont des fibres fémoro-tibiales. Je les mets en plus léger parce que ce n'est qu'un renforcement de la région. Fibres fémoro-tibiales qui ont été redécrites il y a quelques années comme étant un nouveau ligament, alors que c'est une structure qui est connue et qui est un renforcement de l'ensemble. Donc il y a aussi ces fibres fémoro-tibiales ici, antérolatérales de stabilisation. De toute façon, il y a du tissu fibreux partout de stabilisation. Lorsque nous regardons cette région, nous pouvons évoquer maintenant des terminaisons tendineuses, et nous aurons notamment la terminaison du muscle biceps fémoral qui occupe donc la région latérale de la loge postérieure, et le tendon du biceps fémoral va venir ici se terminer sur la tête de la fibula, apex de la tête de la fibula, biceps fémoral. Biceps fémoral ici, dont on palpe très bien le tendon, nous pourrons le redire. Je place encore quelques éléments. Nous allons placer la terminaison du tractus iliotibial. Ce tractus iliotibial est donc à mi-largeur de la cuisse. Il descend ici donc à mi-largeur. C'est un renforcement du fascia lata. Et ce tractus iliotibial vient se terminer sous le condyle tibial latéral, fin du tractus iliotibial. Donc nous avons là un renforcement aussi de la stabilité du genou par ce tractus iliotibial. Nous voyons donc qu'il existe des facteurs de stabilité ligamentaires et fibreux. Ce sont les ligaments rétinaculum capsule. Et il existe des facteurs de stabilité de type tendineux. C'est ici le tractus iliotibial et c'est ici le tendon du biceps fémoral. Donc qui sont des facteurs de stabilisation actifs. Si nous regardons ces éléments, nous voyons également que comme ce biceps passe latéralement, il est en arrière, il va faire de la flexion de la jambe sur la cuisse, nous l'avions dit, c'est le nerf ischiatique. Et comme il passe latéralement, il viendra aussi faire de la rotation latérale de la jambe. Ceci lorsqu'on est en position déverrouillée, c'est-à-dire en flexion, par exemple à 90 degrés, où on aura ici cette flexion et rotation latérale possible, et sous la dépendance du nerf ischiatique, comme tous les ischio-jambiers. Comme contour, nous pourrions mettre juste en évocation vers l'arrière la naissance du muscle gastrocnémien qui se fait au-dessus et sur les coques condyliennes ici. Muscle gastrocnémien dont je mets ici les contours et qui est le muscle le plus superficiel constituant le triceps sural. Puis nous aurions ici la masse donc des ischio-jambiers avec latéralement en bleu clair, pour conserver à peu près la même couleur, nous avons ici latéralement le muscle vaste latéral qui viendrait s'insérer. Donc, ceci peut nous mener à peu près au contour cutané de la cuisse, de la région patellaire et du tendon patellaire qui est sous la peau, puis de la jambe. Et puis, ici en arrière, contour de la cuisse, loge postérieure, c'est-à-dire les ischio-jambiers, et le vaste latéral, puis ici les contours du mollet. Voici pour cette région latérale du genou, avec donc à la fois des intérêts cliniques de palpation et des intérêts fonctionnels.
vers le bas, nous pouvons placer appartenant à la jambe quelques éléments que nous reverrons et en jonction avec un cours suivant. Nous aurons l'articulation tibio-fibulaire proximale ici avec, c'est une articulation synoviale avec une capsule. C'est une articulation plane, sans mouvement particulier. Et puis, il y aura bien sûr des masses musculaires qui viendront s'insérer sur le tibia et sur la fibula, qui viendront ici former des muscles de la loge antérieure et de la loge latérale de la jambe que nous reverrons. Donc ici, muscles de la loge latérale et antérieure de la jambe, qui viennent recouvrir l'ensemble. Nous placerons encore également le trajet d'un nerf, qui est une des deux branches terminales du nerf ischiatique, et c'est ici le nerf fibulaire commun, donc une des deux branches terminales du nerf ischiatique. Ce nerf fibulaire commun est satellite du tendon du biceps fémoral et vient contourner ici le col de la fibula. À ce niveau, il est très superficiel, sous la peau, donc ici nerf fibulaire commun, il est très superficiel sous la peau, on peut le palper sous la tête de la fibula, au niveau du col de la fibula. C'est un petit cordon superficiel qu'on peut faire sauter, environ 7-8 mm de diamètre, sauter sous le doigt comme la corde d'un instrument à cordes. Et ce nerf peut être d'une part lésé lors de fractures du col de la fibula, ce qui arrive assez fréquemment, notamment en contre-coup de traumatisme de la cheville, mais aussi, et nous le redirons, ce nerf peut être comprimé dans certaines situations directement par appui d'un contact sur le col et amener à une paralysie du nerf fibulaire commun dont nous reparlerons avec la jambe. Nous allons maintenant voir la loge, la région médiale du genou en refaisant une vue à peu près, on va essayer que ce soit à peu près similaire. Donc vue médiale où nous trouvons ici la surface patellaire, puis nous retrouvons l'enroulement hélicoïdal du condyle fémoral médial. Nous pouvons placer ensuite le bord antérieur du fémur, le bord postérieur du fémur avec le tubercule de l'adducteur, ici l'épicondyle fémoral médial. Nous pouvons placer vers le dessous le tibia, qui est ici concave dans tous les sens, c'est le condyle tibial médial. Nous pouvons voir vers l'avant la face antérieure du tibia vers l'épine tibiale que l'on palpe là également bien sous la peau, puis le bord antérieur du tibia, crête tibiale. Nous voyons que le condyle tibial, plateau tibial, est ici en surplomb par rapport à la diaphyse tibiale. Et ici, il y a une forme de chapiteau comme l'élargissement d'une colonne en partie supérieure. Puis, nous pouvons placer ici la patella avec sa face articulaire, la base de la patella, la face antérieure qui nous mène à l'apex. Nous allons remettre de la même façon la capsule articulaire. Capsule articulaire, et je redirai un mot ici de l'expansion suprapatellaire. Donc capsule articulaire qui est à proximité ici, de manière quasi symétrique, au pourtour du condyle maintenant fémoral médial. Nous trouvons ici le récessus ou cul-de-sac suprapatellaire. Nous trouvons l'insertion tibiale le long du condyle tibial médial et vers l'arrière l'épaississement qui est la coque condylienne médiale. Vers l'avant, la capsule vient ici se prolonger avec l'appareil extenseur, c'est-à-dire avec le tendon du quadriceps fémoral. Voici ici le tendon du droit fémoral que voici. Et puis au-dessus, le muscle droit fémoral. Pour voir cela, nous avons, c'est un schéma bien entendu, nous avons désinséré en quelque sorte le muscle vaste médial pour ne conserver que
la partie centrale, axiale, avec ici ce droit fémoral. Nous voyons certaines fibres qui passent en avant de la patella, os court contenu dans le tendon, c'est-à-dire par définition un os sésamoïde, et nous trouvons ici le tendon qui se reconstitue sous la patella, formant ce qu'on appelle le ligament patellaire. Et la prolongation de la capsule ici sur la face latérale, sur la face médiale de la patella, la capsule en dessous vient fusionner en quelque sorte avec le tendon du quadriceps. Ce sont des éléments fibreux et les éléments fibreux souvent fusionnent entre eux. Nous avons également ici ouvert la capsule et voici cette capsule articulaire du genou. Je vous rappelle, c'est une capsule commune pour les deux compartiments, fémoro-tibial médial, fémoro-tibial latéral, et pour l'articulation fémoro-patellaire en avant. Nous allons pouvoir à présent placer le ligament collatéral médial, qui est très différent du ligament latéral. Ligament collatéral médial qui est aussi appelé ligament collatéral tibial. Et cette asymétrie est liée bien justement à l'asymétrie des surfaces articulaires et à cet angle de génuvarum que nous avons évoqué et cette tendance à la subluxation de la patella. Il existe donc une asymétrie sur tous les plans, y compris, nous l'avons vu aussi, sur la forme des ménisques. Ménisque interne qui est ouvert, ménisque interne ou médial, ménisque latéral qui est plus fermé. L'un en forme de C classiquement, l'autre en forme de O. Donc asymétrie que l'on retrouve à tous les niveaux, et ici ce ligament collatéral médial ou collatéral tibial qui forme cette bande fibreuse, aplatie, oblique vers le bas et l'avant. Donc un aspect très différent de ce que l'on trouve en dehors. Mais, je vous rappelle, il y a en fait du tissu fibreux partout qui vient se fusionner avec le périoste et avec le fascia superficiel, et ce sont donc simplement des renforcements de ces zones avec des fibres qui prennent des directions non plus aléatoires en quelque sorte ou multidirectionnelles, mais des directions très précises comme nous le voyons ici. De manière symétrique, en quelque sorte en miroir, nous trouvons ici le rétinaculum patellaire médial qui part de l'épicondyle fémoral médial et vient se terminer sur le bord médial de la patella. Rétinaculum patellaire médial, aileron aussi patellaire, aileron rotulien, qui vient ici s'insérer sur le bord médial de la patella et là également participant à sa stabilisation. Et je vous rappelle, ceci est relativement artificiel puisqu'il y a bien du tissu fibreux partout déjà parce qu'il y a le fascia superficiel à ce niveau. Quelques petits éléments que je vais rajouter concernant la synoviale. Nous allons trouver un prolongement de la synoviale, c'est-à-dire de la cavité articulaire qui se fait dans ce cul-de-sac ici de la capsule. Capsule qui est tapissée, nous l'avons dit, comme toujours, par la synoviale. Et nous trouvons ici un cul-de-sac ou récessus synovial suprapatellaire qui donc communique avec le reste de la fente articulaire. On peut mettre ici des petites croix comme classiquement sur la région de la fente articulaire, et que nous retrouvons ici, c'est le récessus suprapatellaire de la cavité articulaire qui est important, comme je vais le redire dans un instant. En effet, lorsqu'il existe un épanchement synovial, eh bien, cet épanchement va notamment remplir ce récessus. Et un bon test pour voir s'il y a un épanchement est d'appuyer au-dessus de la patella, donc contre le quadriceps, d'appuyer, ce qui va amener à chasser le liquide qui serait dans ce récessus suprapatellaire et du coup à remplir l'articulation, et on verra que la patella, dans ce cas-là, bouge moins parce qu'on a une hyperpression. Donc ce récessus suprapatellaire ici est important en clinique puisque c'est en appuyant sur la cuisse dans la région suprapatellaire qu'on peut chasser le liquide qui y est et en cas de petit épanchement, arriver à mieux le visualiser.
Ceci me fait penser, je reviens en arrière, donc aux bourses séreuses que j'avais évoquées, bourses séreuses qui ne communiquent pas avec la cavité articulaire. Nous trouvons une bourse séreuse ici, prépatellaire, sous-cutanée prépatellaire ici, qui permet à la peau de glisser contre la patella. Nous trouvons une bourse séreuse sous-cutanée pré-tendineuse ou infrapatellaire, bourse sous-cutanée infrapatellaire, qui permet à la peau de glisser contre le tendon du quadriceps, ligament patellaire, qui est une structure bien sûr extrêmement dure et rigide, inextensible, comme vous pouvez le voir sur vous-même, directement sous la peau. Et nous trouvons encore une bourse séreuse profonde, qui est la bourse infrapatellaire profonde, qui permet au tendon, au ligament patellaire, de glisser contre le tibia. Toutes ces bourses ici peuvent être le siège d'inflammation, c'est-à-dire de bursite, et notamment pour le genou, former ce qu'on appelle l'hygroma. Donc, qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, on va avoir quelqu'un qui va avoir un genou avec une bosse, ici, en avant de la patella. Donc c'est quelque chose, le diagnostic est très facile cliniquement. C'est une bosse qui est en général ferme et dure, qui peut être douloureuse ou non, suivant qu'il s'agit d'un hygroma aigu ou chronique. Donc on peut être gêné soit par la douleur quand c'est un hygroma aigu, soit par l'esthétique quand c'est un hygroma chronique du genou. Et ceci est tout à fait l'homologue de ce que l'on retrouve au niveau du coude, l'hygroma du coude, contre l'épitroclé, contre l'olécrane. Cet hygroma ici est donc lié à du liquide qui s'accumule dans la bourse séreuse prépatellaire et est retrouvé souvent pour des raisons professionnelles, notamment des professions où on est très souvent à genoux contre le sol, donc il y a un facteur irritatif, ça peut même être reconnu comme maladie professionnelle, et en particulier des métiers sur le sol comme les carreleurs par exemple. Nous pouvons ici mettre le plan cutané vers l'avant et donc voir qu'effectivement nous aurons ces bourses séreuses sous-cutanées prépatellaires et infrapatellaire, puis bien entendu nous aurions un fascia. Le fascia recouvre tout, le fascia latin, et je vous l'ai dit, nous l'enlevons en général pour pouvoir présenter les autres éléments. À présent, nous allons voir le passage d'éléments tendineux. Nous pouvons placer la terminaison du muscle grand adducteur dont nous allons reparler dans un instant, muscle grand adducteur qui vient se terminer ici sur le tubercule de l'adducteur. Donc le grand adducteur ne franchit pas l'articulation du genou. Il n'a pas d'action sur la jambe, il est purement adducteur comme son nom l'indique. Puis nous allons retrouver deux muscles ischio-jambiers médiaux. Nous trouvons le muscle semi-membraneux qui est le plus profond, qui descend verticalement et dont le tendon vient s'insérer sur la face postérieure du tibia, au niveau du condyle tibial médial. Voici le semi-membraneux. Ce semi-membraneux, c'est l'insertion principale que nous voyons. Il existe une insertion accessoire qu'on appelle le tendon réfléchi, qui vient ici vers l'avant. Semi-membraneux. Puis, en superficie du semi-membraneux, nous allons trouver le muscle semi-tendineux. Le semi-tendineux qui viendra... Ici, on va le mettre peut-être en, si je trouve du rose. Le semi-membraneux, le semi-tendineux qui est en superficie, plus fin, a un tendon qui, lui, va venir se réfléchir vers l'avant pour se terminer au niveau de la région de la patte doigt. C'est une insertion ici linéaire sous le condyle tibial médial, ici semi-tendineux, donc que nous reverrons avec la patte doigt. C'est un des trois tendons de la patte doigt. Puis, nous trouvons comme autre tendon le tendon du gracile.
tendon du gracile qui est un des muscles adducteurs qui descend tout le long du bord médial de la cuisse, qui franchit le genou et qui vient se terminer aussi sur une zone linéaire sur la patte doigt. Voici ici la terminaison du muscle gracile. Puis nous trouvons la terminaison du muscle sartorius, terminaison du sartorius, qui lui est dans un plan plus en avant et plus étendu. Je le mets ici en orange. Voici la terminaison linéaire du sartorius, qui a donc eu un trajet assez complexe, spiralé. Donc là, les traits sont les insertions des 3 muscles de la patte doigt. Et nous avons ici ce sartorius qui était en avant, en arrière, et qui a contourné ici le genou. Nous sommes là sur le sartorius. Les 3 muscles de la patte doigt, ces 3 tendons des muscles de la patte doigt, vont glisser contre l'os par une structure séreuse qu'on appelle la bourse ansérine. Je la mets ici en rouge, en contour. Donc bourse ansérine, pourquoi? Parce que ansère, A-N-S-E-R en latin, c'est l'oie, et c'est ici la patte doigt. Nous pouvons placer les contours du muscle gastrocnémien qui s'insère au-dessus et sur la coque condylienne médiale. Et nous pouvons maintenant placer les contours ici de la cuisse et du mollet. Donc voici cette vue latérale et quelques petits éléments fonctionnels encore. Donc nous l'avons dit, la stabilité va être très importante sur les côtés, ce qui fait qu'il n'y a aucun mouvement d'adduction, abduction possible. Ceci parce que nous avons le ligament collatéral latéral, le ligament collatéral médial qui sont tendus, 0 degré d'adduction, abduction. Si on peut en faire, c'est qu'il y a une rupture d'un de ces 2 ligaments, c'est une entorse grave du genou. Pour ce qui est de la stabilité en extension, cette stabilité en extension est liée aux coques condyliennes. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas faire d'extension. Si on force l'extension, on va avoir une rupture de la coque condylienne, soit en dedans, soit en dehors, et c'est là aussi une entorse grave, donc qui est de type chirurgical, pour récupérer la stabilité. Très souvent, les entorses sont combinées, sont par exemple postéromédiales, ce qu'on appelle parfois le point d'angle postéromédial, donc où on va avoir une rupture du ligament collatéral médial et une rupture de la capsule, ceci parce qu'on est dans des mouvements de torsion, par exemple au ski. De même, on pourra avoir ici des ruptures postérolatérales, ligament latéral et la coque condylienne latérale. Et il y a une autre stabilité que nous avons évoquée, mais sans montrer directement le mouvement, qui est la stabilité antéro-postérieure. Si nous n'avions pas de ligament croisé, nous pourrions avancer le tibia par rapport au fémur ou reculer le tibia par rapport au fémur. Ce sont les ligaments croisés qui permettent qu'il n'y ait pas ces mouvements possibles antéro-postérieurs. Et pour rappeler juste ces ligaments croisés, on va les mettre sur une vue de profil médiale. Voici ici l'enroulement du condyle. Voici ici le tibia en vue médiale. Voici ici la patella. Et nous allons remettre, donc, comme nous l'avions fait, en pointillé les ligaments croisés antérieur qui est oblique vers le haut et le dehors, ligament croisé antérieur, ligament croisé postérieur qui est, lui, oblique vers le haut, l'avant et le dehors. Donc, antérieur oblique vers le haut, l'arrière et le dehors. Je reprends, ligament antérieur oblique vers le haut, vers l'arrière et légèrement vers le dehors. Le ligament croisé postérieur oblique vers l'avant, le haut et légèrement le dedans. Le fait qu'il y ait ces ligaments croisés empêche, en situation normale, que le tibia puisse bouger par rapport au fémur de manière antéro-postérieure. Si on a une rupture d'un ligament croisé, va apparaître un mouvement anormal. Ce mouvement anormal, eh bien, c'est un mouvement de tiroir.
mouvement de tiroir, donc soit en avant, soit en arrière. Mouvement de tiroir, ce sont des mouvements pathologiques. Mouvements pathologiques qui signent une rupture d'un ligament croisé. Souvent, les gens pensent que cette rupture, elle est dans un sens croisé, puisqu'on parle de ligament croisé. C'est exactement comme le nom des ligaments. Rupture du croisé antérieur égale tiroir antérieur. Rupture du croisé postérieur égale tiroir postérieur. Si ici je supprime ou je romps le ligament croisé antérieur, il est cassé, je peux bien ramener le tibia en avant en détendant le croisé postérieur. Donc ces ligaments croisés qui sont extrêmement puissants pour se rompre, c'est-à-dire c'est une entorse grave, pour se rompre nécessite des chocs violents. C'est en général souvent au ski que ça se passe et régulièrement on a des étudiants de 2e, 3e année de médecine qui font, au moins un par an, qui fait une rupture de croisé au ski, peut-être moins cette année si on ne peut pas partir, mais toujours est-il que ce mouvement de tiroir, surtout chez quelqu'un de jeune, sera très handicapant par la stabilité du genou, par la reprise du sport et ensuite générant par une usure majorée une évolution vers l'arthrose. Et donc ceci signifie que c'est un traitement chirurgical pour reconstituer le ligament croisé, c'est ce qu'on appelle une ligamentoplastie. Il y a plusieurs techniques pour cela. Comme les cours coupent à 50-55 minutes, on va faire une pause et on reprendra sur un morceau précis la fin du cours. Messieurs, nous reprenons ce cours sur les régions du genou. Comme je vous l'ai expliqué pour des raisons techniques, pour l'instant, les enregistrements coupent vers 50-55 minutes. Et donc, nous avons eu plusieurs fois des incidents par rapport à cela. Donc là, j'ai fait une coupure volontaire. Nous sommes en train d'étudier les régions du genou. Nous avons vu la région antérieure ou région patellaire. Nous avons vu la région latérale du genou. Nous avons vu la région médiale avec tous ces facteurs de stabilité. Et nous allons maintenant voir la région postérieure. Cette région postérieure est une région qui correspond à une zone déprimée. C'est ce qu'on appelle la fausse poplité. Autrefois, on parlait aussi de creux poplité. C'est une région qui, lorsqu'on est debout, en position anatomique de référence, paraît quasi inexistante. Quand vous palpez debout le genou, vous ne sentez pas de fosse. La fosse, dans ce cas-là, est très petite et très limitée, coincée entre les muscles, et cette fosse apparaît lorsque fait de la flexion de la jambe sur la cuisse. Lorsque vous faites de la flexion, là vous allez voir que la fosse apparaît parce que vient se créer un angle entre le fémur et le tibia, les condyles partent vers l'avant, et c'est là où vous allez pouvoir sentir les tendons. Même en étant assis, vous pouvez mettre la main dans la fausse poplité, sentir vers le dehors le tendon du biceps, vers le dedans, les tendons du semi-tendineux, semi-membraneux. Dans cette région poplitée, c'est là, c'est le pli de flexion comme le pli du coude, c'est l'homologue. C'est là où nous allons trouver les éléments vasculo-nerveux, artère poplitée, veine poplitée et la terminaison du nerf ischiatique. C'est pour cela que c'est important. Nous allons faire un petit schéma de superficie et nous ferons un plus grand schéma sur la profondeur de la région. Donc en superficie, c'est ici une vue postérieure. Alors on va peut-être rajouter, parce que je sais que des fois les gens veulent, on va rajouter ici les vues. Ça c'est une vue médiale, région médiale du genou, donc avec l'avant et le haut, autant le faire de façon tout à fait puriste. Ici, c'est une vue latérale, avec donc l'avant à droite. Et maintenant, nous allons faire donc une vue postérieure. C'est un petit schéma juste ici pour situer les éléments. Une vue postérieure superficielle. Donc nous aurons le haut vers le haut et nous aurons l'arrière ou postérieur vers la gauche. Sur cette vue, cette petite vue, nous allons placer les contours de la cuisse et de la jambe. Et ici, les contours latéraux, cuisse, genou, jambe. Et sur cette région, nous allons voir arriver la terminaison des muscles ischio-jambiers, c'est-à-dire en dehors, la moitié à peu près de la loge
postérieure, ce sera le muscle biceps fémoral ici, que nous avions évoqué, biceps, qui a un tendon épais, puissant, qui vient se terminer sur la tête de la fibula. Et on sent bien en flexion, puisqu'en extension, je vous l'ai dit, cette fosse disparaît sous la contraction des muscles de la région, on sent bien ce tendon qui forme la paroi latérale de la fosse poplitée. Nous pouvons placer au-dessus le muscle vas latéral, donc ce sont ici des jonctions avec des éléments que nous avons pu voir. En superficie du côté médial, nous allons trouver le muscle semi-tendineux qui descend verticalement, semi-tendineux, qui est le plus superficiel, et dont le tendon est très grêle, environ 7-8 mm, que l'on sent très bien sous la peau, va ici contourner le genou pour aller vers la patte doigt. Ici, le semi-tendineux. On sent très bien ce tendon, donc les deux qu'on sent bien, c'est le tendon du biceps, le tendon du semi-tendineux. En profondeur, nous avons le muscle semi-membraneux, que je mets ici en violet et qui dépasse. Ce muscle semi-membraneux est plus profond et son tendon est une forme de membrane. Et on va sentir, c'est un peu plus difficile, il suffit d'être méticuleux, vous allez sentir le bord médial de ce tendon du semi-membraneux qui est plus profond, qui est tranchant ici. Donc ce que l'on sent bien sous la peau, c'est le cordon du semi-tendineux. Et en allant un petit peu en dessous, vous sentez le plat de ce tendon du semi-membraneux et son bord médial qui est tranchant. Je vous rappelle que le muscle se termine sur la face postérieure du tibia. En dedans, nous aurons ici le muscle gracile qui viendra rejoindre également la patte doigt. Tout cela, nous l'avons vu. Je vous redirai ce qu'il convient de retenir ici. Et puis, vers le bas, nous avons l'insertion d'un muscle qui a deux chefs. Ce muscle, c'est le muscle gastrocnémien. C'est la partie la plus superficielle, c'est le chef superficiel du triceps sural, que nous reverrons avec la jambe, mais que nous plaçons ici en partie aujourd'hui. Donc ici, ce muscle gastrocnémien, chef médial, chef latéral. Donc il y a bien un seul muscle gastrocnémien avec deux chefs. Par abus de langage, parfois on dit gastrocnémien médial, gastrocnémien latéral, mais c'est bien le gastrocnémien qui s'insère ici au-dessus des condyles et sur les coques condyliennes. Et vous voyez que finalement, eh bien, d'un point de vue superficiel, vient se placer une région qui est en gros losangique avec comme côté le tendon du biceps en haut et en dehors, le tendon du semi-tendineux en haut et en dedans avec le semi-membraneux, et en bas, c'est le gastrocnémien avec le chef médial et le chef latéral. Donc, je vous l'ai dit, quand on est en extension, c'est une zone qui est extrêmement réduite. Et dès qu'on est en flexion, les muscles se détendent et on a accès à cette fosse d'aspect losangique. Et donc, ça, ce sont les contours superficiels. À ce niveau, si l'on regardait ce qui se passe, eh bien, nous avons dans ce losange, ici, qui est limité par les tendons, nous avons un fascia superficiel qui vient recouvrir l'ensemble, ici, donc qui sera le toit, exactement comme on l'a vu pour le trigone fémoral. Donc nous allons trouver ici le fascia qui vient former le toit de cette région. Et traversant ce fascia superficiel, nous trouvons une veine, qui est la veine petite saphène, qui vient donc être superficielle ici, et partir en profondeur pour se jeter dans la veine fémorale. Veine petite saphène, ici sur le plan superficiel, qui vient donc perforer le fascia superficiel pour se jeter dans la veine fémorale, veine petite saphène. Cette veine petite saphène, elle est née au dos du pied, comme on l'avait déjà évoqué, elle est née au dos du pied et remonte
en étant rétromalléolaire, alors que la veine grande saphène est prémalléolaire en dedans, et va remonter sur la face latérale de la jambe, puis au milieu du mollet, pour se terminer sur la fosse poplitée. Si l'on fait une petite vue ici de la région, nous aurons ici donc la région de la jambe, la région du talon, ici la jambe, la région du cou de pied, très schématiquement, ici, la malléole latérale. Eh bien, la veine petite saphène vient naître d'une arcade au dos du pied qui draine des veines métatarsiennes, intermétatarsiennes. Et voici cette veine petite saphène qui est rétromalléolaire et qui va monter le long du milieu du mollet pour se terminer au niveau de la fosse poplitée dans la veine poplitée. Veine ici, petite saphène. Nous avions vu que la veine grande saphène, elle, eh bien, je vous rappelle, naissait au niveau de la malléole médiale, prémalléolaire, et remontait tout le long du bord médial de la jambe. Nous en reparlerons un petit peu avec la jambe. À présent, dans environ les 10 minutes qui nous restent, nous allons voir le plan profond de la région, et pour cela nous allons faire des fenêtres musculaires, en particulier dans les muscles ischio-jambiers et dans le gastrocnémien. Pour cela nous allons, je réfléchis si je commence par l'os ou par les contours, on va commencer par les contours. Donc ici nous aurons le bord médial de la cuisse, puis le bord médial de la jambe, du mollet. Nous aurons ici le bord latéral du genou et le bord latéral de la jambe et du mollet, le bord latéral de la cuisse. Ici, nous aurons fait une section cutanée et c'est donc là également une vue postérieure. C'est maintenant la région de la fosse poplitée où nous allons voir le plancher, c'est-à-dire ce qu'il y a au fond de ce losange. Pour voir les éléments, nous allons pouvoir placer la région fémorale. Nous trouvons ici la vue postérieure du fémur avec le condyle médial, l'échancrure intercondylaire, le condyle latéral, que voici. Au-dessus, nous trouvons le tubercule de l'adducteur et nous trouvons la diaphyse fémorale qui est légèrement oblique vers le bas et le dedans. Je n'appuie pas trop puisque des muscles viendront la recouvrir. Puis dessous, nous trouvons le tibia, condyle tibial médial, l'échancrure intercondylaire avec les épines. Nous trouvons ces contours du tibia et vers le dehors, à l'angle postéro-latéral, nous trouvons ici la fibula qui disparaîtra aussi en partie sous des muscles. Pour voir cette région, nous aurons coupé en haut les 3 muscles ischio-jambiers, c'est-à-dire que nous aurons coupé sur la moitié latérale ici, nous aurons coupé le muscle biceps fémoral. Le biceps fémoral ici, qui occupe toute la partie donc médiale, que nous avons ici coupé pour voir les plans plus profonds de la fosse poplitée. Donc ici, le biceps. En dedans, nous allons couper les 2 autres muscles ischio-jambiers, c'est-à-dire le plus superficiel et qui est plus fin ici, qui sera le muscle semi-tendineux, que voici, muscle semi-tendineux, et en dessous de lui, plus large et aplati, nous allons trouver le semi-membraneux, que voici. Et voilà la section là du semi-membraneux. Semi-tendineux, semi-membraneux, qui sont donc superficiels, qui forment les 2 côtés supérieurs du losange, avec ensuite eh bien, la prolongation qui se fait des muscles, le biceps qui vient se recourber vers le dehors, et semi-tendineux qui vient se recourber vers le dedans, vers la patte doigt. Nous retrouvons donc le tendon de terminaison du biceps qui est ici sur la tête de
la fibula, tendon épais, puissant, et donc que l'on sent bien sous la peau, comme je vous l'ai dit, en position de flexion, où on peut explorer la fosse poplitée. Voilà le tendon du biceps fémoral. Puis, nous allons trouver le tendon du muscle semi-membraneux et du semi-tendineux, mais avant de les mettre, nous allons placer la capsule articulaire du genou. Cette capsule articulaire du genou, elle va remonter en arrière des condyles fémoraux, donc ici, c'est la partie postérieure de la capsule, ce sont donc les coques condyliennes que nous voyons. Puis, en arrière, l'insertion de la capsule qui se fait au bord postérieur du tibia. Voici la capsule articulaire du genou, qui sera renforcée par un certain nombre de structures. Je ne suis pas sûr de rentrer dans le détail dans ce cours, mais il y a des renforcements par des expansions tendineuses. Capsule articulaire du genou, très épaisse, c'est les coques condyliennes qui empêchent donc l'extension, le mouvement d'extension. Et nous trouvons ici le tendon de terminaison du semi-membraneux. Ce tendon passe en arrière de la capsule et vient se terminer à la face postérieure du tibia, au niveau du condyle tibial médial. Voici la section du tendon du semi-membraneux. Tendon du semi-membraneux, c'est son insertion principale. Et nous avons dit qu'il avait une insertion accessoire, qui est le tendon réfléchi, qui irait vers l'avant, ici, le long du condyle médial. Donc ici, tendon du semi-membraneux. En superficie de lui, nous avons le tendon fin, long cordon, du semi-tendineux, qui est en superficie et qui, lui, va se recourber vers l'avant pour aller vers la patte doigt. Voilà le tendon du semi-tendineux que l'on sent bien. Et nous avons là les limites de la fosse poplitée, c'est-à-dire le tendon du biceps en dehors, tendon du semi-tendineux et du semi-membraneux en dedans. Nous allons voir ensuite, eh bien, le plan maintenant profond. Nous sommes contre le fémur, nous sommes au niveau de la ligne âpre, face postérieure du fémur. Et nous allons trouver, eh bien, un muscle que nous n'avons pas encore vu en détail, mais que nous verrons un peu plus ici, qui est le muscle grand adducteur. Ce muscle grand adducteur est donc profond sous le semi-membraneux et est coincé entre la loge antérieure et la loge postérieure médialement. C'est un des muscles adducteurs, c'est-à-dire c'est le nerf obturateur. Voici ce muscle adducteur qui a plusieurs chefs, mais il a notamment un chef vertical, et ce chef vertical va se terminer sur le tubercule du grand adducteur, par un tendon. Voilà le chef vertical du grand adducteur qui se termine par un tendon sur le tubercule de l'adducteur. Nous sommes au-dessus de l'épicondyle fémoral médial. On ne franchit donc pas l'articulation du genou. Et nous trouvons au-dessus le chef moyen du grand adducteur qui, lui, va avoir des fibres qui se recourbent vers le dedans. Voilà ce chef, se terminant sur la ligne âpre du fémur, qui est donc à la face postérieure du fémur. Voici le bord médial du fémur. Nous sommes ici sur la ligne âpre qui vient bifurquer vers le bas pour limiter une zone triangulaire qu'on appelle la surface poplitée et où il n'y a aucune insertion. On va le redire. Entre le chef long du grand adducteur et le chef moyen, nous trouvons ici un anneau fibreux qu'on appelle anneau de l'adducteur. Anneau de l'adducteur. C'est un anneau fibreux qui, vous voyez, est constitué donc par le tendon du grand adducteur, par des éléments fibreux, et ici, qui vient être limité également par le bord médial du fémur. Et nous avons là un canal de passage. Sur le côté médial, nous allons encore trouver le muscle gracile,
muscle gracile qui donc s'insère vers la région pubienne, branche ischio-pubienne, et descend ici verticalement le long du bord médial de la cuisse, muscle gracile qui appartient aux adducteurs, comme le grand adducteur, tendon du gracile qui viendra se recourber vers l'avant pour participer également à la patte doigt. Ici donc le gracile. Et puis nous avons enfin un petit morceau de sartorius avec son trajet spiralé, sartorius qui apparaît ici en partie avant de repartir vers l'avant pour participer à la patte doigt, 3 tendons de la patte doigt, sartorius, gracile, semi-tendineux qui part donc en dedans. Vers le dehors, qu'est-ce que nous trouvons? Eh bien, vers le dehors, nous trouvons, s'insérant sur la berge latérale de la ligne âpre, nous trouvons le muscle vaste latéral qui vient former, on l'avait dit, le contour médial, le contour latéral de la cuisse. Donc le relief latéral de la cuisse, c'est le muscle vaste latéral que nous voyons ici s'insérer sur la ligne âpre du fémur et dont les fibres spiralées s'enroulent au niveau du fémur de l'arrière vers l'avant, muscle ici vaste latéral, qui s'insère aussi sur la ligne âpre, portion donc du quadriceps fémoral. Voici ici ces éléments. Donc ceci nous permet de voir des muscles un petit peu plus profonds, mais ce qui est surtout important, c'est de voir ici l'anneau du grand adducteur. Vous voyez déjà que dans cette région poplitée, nous avons déjà 2 parties. Nous avons une partie qui va être ici purement osseuse, sans rien d'autre. C'est ce triangle de la fosse poplitée. C'est le tiers supérieur du plancher de la fosse poplitée, osseux. Puis le tiers moyen du plancher de la fosse poplitée est ici articulaire. C'est la capsule et c'est les coques condyliennes. Et puis, nous allons trouver le tiers inférieur qui va être musculaire. Donc, pour ce tiers inférieur, nous allons placer un certain nombre de structures. Et tout d'abord, nous allons placer une structure qu'on appelle l'arcade tendineuse du muscle soléaire. Cette arcade tendineuse du soléaire est oblique vers le bas et le dedans. C'est un modèle d'arcade tendineuse, c'est-à-dire que nous sommes là en pont entre le tibia et la fibula. Ceci permettra à des éléments vasculonerveux de passer sous cette arcade, et sur cette arcade vient s'insérer le muscle soléaire qui est le 2e chef du muscle triceps sural, chef profond. Il y a donc 2 chefs gastrocnémiens avec lui-même 2 chefs gastrocnémien médial et latéral. Puis nous trouvons ici le soléaire, qui est le plan profond du triceps. Nous en voyons bien ici cette insertion d'origine qui est profonde, cachée par le muscle gastrocnémien, ces 2 chefs, médial et latéral. Nous sommes ici donc sur le soléaire profond sous le gastrocnémien et qui appartient au triceps. Le gastrocnémien, lui, a 2 chefs, c'est ce que nous voyons ici, chef médial, chef latéral, et ces chefs s'insèrent sur une insertion relativement linéaire au-dessus des condyles fémoraux, mais l'insertion se prolonge également sur les coques condyliennes, c'est-à-dire que le muscle gastrocnémien par ces 2 chefs s'insère aussi sur la capsule et les coques. Ici, gastrocnémien médial, gastrocnémien latéral, donc cette insertion, et nous les avons coupés, désinsérés pour voir la région. Eh bien, le dernier élément qui vient ici devoir être placé, c'est le muscle poplité. C'est un tout petit muscle qui n'a pas vraiment de rôle locomoteur, mais qui est transformé en quelque sorte en capteur de tension et de position. Le muscle poplité, et il faudra d'ailleurs le compléter sur la vue latérale tout à l'heure, le muscle dans un instant, ce muscle poplité vient ici s'insérer sur l'épicondyle fémoral latéral. Son tendon part vers le bas et l'arrière et vient former un coude à l'angle postéro-latéral du tibia. Et là, nous avons la jonction musculo-tendineuse et nous trouvons le muscle
poplité lui-même, qui est un petit corps musculaire, triangulaire, à sommet supérolatéral, à base inféromédiale. Voici ce petit muscle poplité qui est contre l'os, contre le plan de l'os, qui s'insère sur la surface poplitée du tibia. Petit muscle ici, poplité, qui n'a pas vraiment de rôle locomoteur. S'il se contracte, bien, il y passe en arrière, il ferait de la flexion de la jambe et légèrement de la rotation latérale. Nous pouvons ici rajouter, c'est un oubli tout à l'heure, ce muscle poplité qui viendra ici s'insérer sur le, je vais le mettre en deux couleurs, le tendon vient s'insérer sur la région de l'épicondyle fémorale latérale, ça c'est la partie tendineuse, et puis il vient se réfléchir ici, le muscle poplité, pour donner sa partie musculaire ici que nous sommes en train d'étudier. Ceci est le muscle poplité qui est donc un renforcement aussi de l'articulation du genou vers le dehors. Voici le tendon du poplité qui renforce la région. Et voici donc ces trois étages du plancher de la fosse poplitée. Bien entendu, c'est déjà relativement spécialisé. Le plus important, c'est la partie superficielle et ce qu'on palpe sur soi. Eh bien, ici, nous avons trois étages. Le tiers supérieur osseux avec l'anneau du grand adducteur. Tiers moyen qui est capsulaire, les coques condyliennes. Tiers inférieur qui est musculaire, le muscle poplité. La définition profonde, on va dire, de la fosse poplitée ou des régions poplitées, la limite supérieure, c'est l'anneau du grand adducteur, et c'est là où les éléments vont changer de nom. L'artère fémorale deviendra artère poplitée, et la limite inférieure, c'est l'arcade du soléaire. Donc, anneau de l'adducteur ou anneau du grand adducteur, et vers le bas, c'est l'arcade du soléaire qui marque les limites et de changement de nom des tuyaux artériels et veineux, comme c'était le cas pour le ligament inguinal, arcade tendineuse du soléaire. Donc, il nous reste maintenant à placer les éléments vasculo-nerveux, c'est-à-dire, nous avons là les parois, c'est le toit, c'est le plancher, les éléments vasculo-nerveux, c'est-à-dire le contenu de la fosse poplitée. Eh bien, je ferai simple ici. Nous allons trouver le même tuyau que l'artère fémorale, qui était verticale, qui était, nous l'avions vu dans cette loge médiale quand on a fait la coupe de la cuisse, et cette artère, poursuivant son trajet, de par la courbure du fémur, elle n'a pas besoin elle-même de faire un coude, elle reste droite, eh bien, apparaît dans l'anneau de l'adducteur, ici, et va descendre dans la région pour s'engager sous l'arcade de l'adducteur. Voici ici cette artère poplitée qui était donc l'artère fémorale, c'est le même tuyau, et qui vient ici descendre dans la région. Artère fémorale qui devient l'artère poplitée, c'est une artère qui est profonde dans la région, qui n'est pas facile à palper, et dont on peut donc sentir le pouls poplité, mais il n'est pas facile à palper, contrairement à d'autres pouls. Cette artère reste très profonde et vient s'engager sous le soléaire, où elle se terminera en ses branches, comme nous le reverrons. L'artère poplitée, bien sûr, va donner quelques petites branches, ce sont des branches grêles, qui sont des branches articulaires, notamment pour le genou. Je ne placerai pas la veine poplitée, qui est parallèle, mais avec un trajet en X allongé, c'est-à-dire qu'elle est à un moment donné en dedans, puis elle est en dehors, et qui est plus superficielle. Cette veine poplitée sera satellite de l'artère. Nous allons maintenant placer le nerf, et ici, le nerf, c'est le gros nerf ischiatique, et c'est une particularité à cet endroit, le nerf ne passe pas avec l'artère. L'artère passe dans l'anneau de l'adducteur, elle vient en gros de la loge antérieure, alors que le nerf, où est-ce qu'il est? Nous l'avions vu, il est en profondeur, le nerf ischiatique, en profondeur contre le fémur. C'est un voluménonaire qui va surcroiser ici l'artère, et qui, dans la fosse poplitée, à un niveau variable, va se diviser en deux branches terminales.
Donc voici le nerf ischiatique. Je vous rappelle, nerf extrêmement volumineux, c'est le plus gros nerf de l'organisme, en l'occurrence à peu près presque un travers de doigt, 2 cm de largeur. C'est le tronc ici du nerf ischiatique qui est profond, qui était caché par les muscles de la cuisse. Nous le voyons là parce que nous avons ouvert les ischio-jambiers. Et à un niveau variable suivant les gens, le nerf donne ses 2 branches terminales, une branche très superficielle qui va contourner, qui va être satellite du tendon du biceps et qui va contourner le col de la fibula comme nous l'avons vu. C'est le nerf fibulaire commun, donc très superficiel et satellite du tendon du biceps, nerf fibulaire commun, et nous pouvons le rappeler en le plaçant ici sur cette vue. Voilà le nerf fibulaire commun qui est très superficiel, sous la peau, qu'on peut palper, nerf fibulaire commun, que l'on palpe ici contre le col de la fibula. Donc nerf fibulaire commun est la 2e branche qui continue le trajet vertical du nerf ischiatique, va surcroiser l'artère et va s'engager sous l'arcade du muscle solaire. Donc ici, cette branche, c'est le nerf tibial. Donc, pour résumer, il y a 2 branches nerveuses. Nous avons ici le nerf ischiatique qui poursuit son trajet vertical par le nerf tibial. Et la 2e branche, eh bien, qui elle va devenir superficielle et satellite du tendon du biceps, c'est le nerf fibulaire commun. Donc voici ici ce nerf ischiatique qui se divise en ces 2 branches terminales, nerf ischiatique ici, qui se dirige en ces 2 branches terminales, le nerf tibial et le nerf fibulaire commun. Le nerf tibial va rester profond, le nerf fibulaire commun est extrêmement superficiel et nous les retrouverons avec les régions de la jambe. Je vous remercie pour votre attention.